troupes sorties enfin de l'usine après moult détours dans ces tortueux couloirs, ses membres purent constater avec effroi l'anarchie qui régnait à l'extérieur. Les cris paniqués des habitants de Shyster se mêlaient aux ordres des soldats dépassés et aux grondements sourds de la montagne dont les tremblements provoquaient fissures et éboulements. Les combats avaient cédé la place à une anarchie complète, les anciens adversaires rendus égaux face à la puissance de la nature. Galen ricana et Beryl l'attrapa au col. Comment arrêter ça? Vous ne pourrez pas. La jeune femme le relâcha dans un sifflement de dépit et de colère, laissant le fou aux mains des soldats galaréens. Auréline se renfrogna en grimaçant à la vue du sommet de la montagne dont les failles et les brisures s'accentuaient. Je ne sais pas ce qu'est ce Mugen, Dina, mais ces secousses ne laissent rien présager de bon. Même si Bachamo était en pleine forme, je pense qu'il sera incapable de l'affronter. On n'a même pas encore vu, peut-être que... Bistre stoppa Magenta dans sa phrase en lui posant une main sur l'épaule, puis il pointa du doigt le sommet fracturé de la montagne. La brisure naissante eut un soubresaut et se répandit sur toute la hauteur du mont de pierre dans un fracas assourdissant. Il projeta tout le monde à terre dans la réplique sismique qu'il provoqua. Libéré de la prise de ses gardiens, Galen parvint alors à se relever en éclatant d'un rire fou, et au lieu de s'enfuir à l'opposé du phénomène, il s'avança en titubant vers la montagne. « Mugen, Dina, oui, viens à moi, détruis-les tous !» La paroi se fractura encore, se séparant d'un énorme pan de roche qui se détacha avant de dévaler la pente sous le regard éberlué de Galen, dont le sourire dément ne quitta ses lèvres qu'un instant avant qu'il ne soit écrasé par la masse de pierre haute comme une maison. Beryl voulut se jeter vers le sinistre, mais Auréline l'arrêta en la saisissant par le bras. « C'est inutile, il est mort. » Vous ne comprenez pas? Sans lui, on ne pourra jamais arrêter le processus. Un nouveau rocher tomba dans leur direction, et les deux femmes se couvrirent le visage, incapables d'échapper à une telle masse. Une immense roche se fracassa contre une paroi de lumière, au moment où Sir Knight leva les bras en l'air pour protéger sa maîtresse et le reste des personnes présentes. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Magenta avait levé son visage inquiet vers Bistre, et ce dernier ne cessait de fixer le sommet de la montagne, comme plongé dans une intense réflexion. Sa poigne était toujours serrée sur l'épaule du garçon, mais elle se relâcha finalement lorsqu'il émit un soupir en tapotant sa main sur celle-ci de manière rassurante. « Bistre ?» Le vieux forgeron ne répondit pas et se mit en marche vers la montagne sous le regard estomaqué de Magenta et des autres. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Il faut arrêter la libération de cette créature, n'est-ce pas ? Je suis le seul ici à disposer d'une expertise dans les technologies anciennes. » »« Mais c'est du suicide !» Bistre invoqua Sayorn et la créature observa l'éboulement massif aux alentours sans s'en émouvoir, avant de se pencher vers le vieil homme qui lui posa une main douce derrière le crâne. « Sayorn sera là pour me protéger. Vous, restez là. Si j'échoue, vous devrez combattre cette chose. Quoi qu'elle soit, elle représente un danger pour le monde entier. » Magenta se jeta vers Bistre en lui agrippant la manche, des larmes dans les yeux. « Je viens avec toi !»« Pas cette fois, mon garçon. Toi et Mèche ne feriez que me ralentir. Et tu te rappelles ce qu'a dit Beryl. Ta famille vient d'ici. Ton rôle est de protéger ces gens, comme ton père l'a fait avant toi. » L'homme balaya du regard les habitants de Shyster paniqués aux alentours et la ville menacée par la catastrophe en cours. Magenta baissa les yeux sans pouvoir retenir ses larmes et Bistre le prit dans ses bras pour le réconforter. « Chacun a un rôle à jouer. La moindre des choses serait de le faire sans regret, n'est-ce pas? Que dirait ta sœur si elle te voyait pleurer comme ça? » Elle m'engueulerait. Le garçon sécha ses larmes d'un revers de la manche et hocha de la tête en soutenant le regard de Bistre. Quand ce dernier se releva, Auréline l'interpella. « Vous êtes sûr d'en être capable, vieil homme ?»« Absolument pas. Pourquoi? Vous pensez être plus adapté ?» La femme ne répondit pas, laissant Bistre et Sayorn se diriger vers l'usine, déjà à moitié ensevelie. Azur cacha la balle de casse sous un pli de sa robe, évitant le regard de Dorian pour ne pas attirer l'attention sur lui. Un effort peu utile, compte tenu du fait que l'Assemblée concentrait toute son attention sur Titian et Orvin. Ce Kinugasa est un monstre de plante. Il est doublement désavantagé vu qu'Armorga est résistant aux spores et aux poisons, et qu'il ne craint pas d'être touché en vol. Tu connais bien ta table de type. Moi je ne savais même pas comment s'appelait l'évolution de cette balagnon. C'est à se demander comment un ego comme moi pourrait gagner, hein? Tu es ridicule. T'as raison, ce nom laisse à désirer. Avec ce chapeau et sa gueule de champi, Chapognon serait clairement plus approprié. Orvin grimaça à la réplique légère de Titian, mais il n'avait pas de raison de se laisser prendre par ses pics stériles. Il savait avoir l'avantage, et tant qu'il ne commettrait pas l'erreur de se laisser aller à la trop grande confiance en soi, il ne pouvait pas perdre.
Armorga s'envola au moment où Kinogasa se jetait sur lui, esquivant sans mal le coup de queue de ce dernier. Le volatile poussa un cri strident avant de fondre vers sa cible, s'essert en avant. Mais à son tour, la créature mycélienne effectua un bond agile pour éviter l'assaut, et les griffes d'Armorga ne se saisirent que de terre. Les deux monstres semblaient d'une vitesse équivalente, et les échanges s'intensifièrent entre eux sous le silence presque malaisant des spectateurs et des deux dresseurs engagés. Titian brisa ce mutisme, toujours avec son attitude désinvolte. Dis-moi mon petit Orvinouné, en attendant que ce combat se termine, tu ne voudrais pas m'expliquer tes objectifs? Tu sais, comme tout bon vilain de roman qui se respecte. Je n'ai rien à te dire. Allez, je sais que t'en meurs d'envie. Genre, ces cuves là, c'est quoi? C'est pour faire monter du jus de baie? Titian fit un geste léger de la main avec un sourire et Kinogasa réagit instantanément en se désengageant et en se ruant vers les deux capsules géantes. Cela arracha un cri de colère à Orvin et Armorga s'interposa à la dernière seconde en encaissant l'attaque. Ah, je pense pas que ce soit pour du jus de baie du coup. Espèce d'idiot inconséquent, tu n'imagines pas ce que tu as failli faire. Ouais, j'en sais fichtre rien. Explique-moi alors, ou peut-être que tu veux d'abord te concentrer sur le match. Ta bestiole vient de prendre un sale coup. Armorga volait en effet avec difficulté entre les caissons et Kinogasa, son armure de métal fracturée par l'impact violent qu'il venait de subir. Orvin resta cependant stoïque. Ton monstre frappe fort, il est vrai. Il dispose d'un autre attribut que la plante, n'est-ce pas? Ou peut-être l'as-tu entraîné spécifiquement pour l'attaque physique? Qui sait, je suis qu'un petit sergent de province, je pigerai à ces subtilités. Le sourire assuré de Titian ne laissait aucun doute sur sa maîtrise de la question, et son adversaire ne s'y trompa pas. Il n'avait aucune raison de ne pas le prendre au sérieux. Cet homme lui glissait entre les doigts et s'avérait une gêne depuis trop longtemps pour ne pas savoir ce qu'il faisait. Inutile de te rendre plus idiot que tu ne l'es, je ne commettrai pas l'erreur de te sous-estimer encore une fois. C'est trop d'honneur, monsieur le conseiller. Titian effectua une courbette faussement respectueuse et à la gestuelle trop exagérée pour ne pas être autre chose qu'une moquerie. Cela fit crisser Orvin des dents et il ordonna une action à son monstre. Celui-ci poussa un cri avant de battre violemment des ailes, provoquant une bourrasque qui projeta Kinogasa loin de ses cuves semblant si précieuses. La foule fut elle aussi ébranlée par la poussée de vent subite qui dispersa les badauds, les faisant rouler ou se plaquer sur le sol dans une plainte sourde de surprise. Azur, déjà à genoux sur le sol, se contenta de baisser son centre de gravité en plissant les yeux pour maintenir sa position, au moment où Kinogasa se réceptionnait sur le sol avec l'agilité d'un artiste martial une dizaine de mètres plus loin. Contre la force physique, la meilleure technique est encore de ne pas se faire toucher. Et Armorga est bien plus endurant que n'importe quel Kinogasa, tu ne pourras pas gagner un duel d'attrition. L'oiseau de fer se posa sur le sol à bonne distance de son opposant, et son plumage métallique se mit à émettre de doux reflets lumineux. La fracture sur sa carapace pectorale sembla alors se résorber lentement, comme si le cours du temps s'inversait. Sympa, je t'avais déjà vu utiliser cette technique, entre autres choses. Tu sais donc que tu ne pourras pas vaincre, ton monstre est hors de portée, et j'ai pris connaissance de sa vitesse. Quelle que soit sa puissance, Armorga sera complètement régénéré bien avant que tu puisses l'atteindre. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué grâce à ces 2 années à ton service, c'est que ton piaf se pose systématiquement pour utiliser cette capacité. Mais ça doit être une coïncidence, ça serait vraiment étonnant que je puisse mettre le doigt sur un point faible. Orvin plissa les yeux à la remarque faussement ignorante. Certes, Titian avait constaté la faiblesse de cette capacité de régénération, imposant à Armorga une concentration trop grande pour maintenir un vol battu, mais il ne voyait pas en quoi cela changeait quelque chose. Kinogasa était trop loin et trop lent pour pouvoir profiter de ce point faible. Oh, j'ai oublié de te dire, y a pas que la vitesse pour combler une distance. Kinogasa se tendit, ses muscles roulant sous sa peau mucoïde, et soudain l'une de ses mains fut projetée en avant tel un harpon, tandis qu'un fil tendineux se déployait entre le membre et son propriétaire. Armorga voulut s'envoler pour éviter l'attaque surprise, mais sa concentration envers sa régénération lui imposa un délai de réaction trop lent, et il ne put esquiver l'impact terrible qui suivit. Sa masse imposante fut projetée en arrière dans un fracas de métal tordu et brisé, et sa carcasse vint s'écraser contre le mur du laboratoire derrière Orvin dans un soulèvement de poussière et de gravats. Tout sembla comme immobile, tandis que les débris volatiles continuaient de tomber lentement autour de la zone d'impact, jusqu'à ce que la poussière soit finalement repoussée par le vent, révélant le corps inerte d'Armorga dans les décombres. T'as l'air chafouin, mon petit Orvinouné. T'es triste d'avoir perdu ton copain à plume? Le conseiller jeta un regard froid à la dépouille d'Armorga et aux dégâts infligés à la structure de son laboratoire. Titian ajouta alors. Ou peut-être que c'est ton labo qui t'inquiète. Ce serait plus ton genre.
Il suffit, le jeu se termine ici. L'écho de ta défaite est déjà inscrit dans le récit de ma future légende. Oh, ça y est, on commence à sortir les répliques badass. Orvin attrapa sa seconde balle et le sol trembla quand Bangiras apparut, fouettant la terre de sa queue massive. Kinogasa effectua de petits sauts, alternant entre sa patte gauche et sa patte droite, tel un boxeur avide d'en découdre, mais son opposant ne le regardait même pas. Ses yeux acérés s'étaient fixés sur Orvin dans une posture paradoxale, à la fois haineuse et soumise. Le conseiller fronça simplement les sourcils et le monstre se retourna vers Titian et Kinogasa en montrant les crocs dans un grondement guttural. L'air sembla s'alourdir tandis que le vent se levait, emportant avec lui poussière et grains de sable. Le changement de climat, d'abord subtil, s'intensifia jusqu'à ce que le vent se change littéralement en une tempête de poussière. Titian put, un instant avant que sa vue ne soit trop obstruée, remarquer le sable qui semblait s'écouler en continu depuis les interstices et les orifices dorsaux de Bangiras.